Monsieur Guigues, nous vous invitons. Donc, Monsieur Guigues est magistrat honoraire, ancien président de la CCI d'Île-de-France, et on vous invite à faire les commentaires. Bon, peut-être pour débuter, quelques mots rassurants. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a moins de poursuites pénales contre les médecins. Ça, c'est évident. Il y a une étude qui a été faite, parce que la poursuite pénale, et contre les chirurgiens en particulier, est traumatisante. Dans l'ensemble, il y a moins de poursuites devant les tribunaux de l'ordre judiciaire grâce à la création des CRCI. Et c'est moins troublant d'aller devant une CRCI qui est une instance de conciliation plutôt que de comparaître devant un tribunal, qu'il soit civil ou pénal. Alors, on m'a posé la question, pourquoi mettons en cause les chirurgiens ? Je vois des raisons diverses. Il y a des raisons qui résident dans le rapport médecin-malade. Il y a des raisons qui sont extérieures au rapport médecin-malade et qui sont dues probablement à l'évolution de notre société. Et dans une deuxième partie ensuite, je vous dirai comment combattre la mauvaise expertise, parce que si l'expertise est bonne, eh ben n'en parlons plus, il n'y a pas de problème. C'est lorsque vous vous heurtez à une expertise dont vous ne partagez pas les conclusions, comment se fait-il à ce moment-là ? Comment peut-on se défendre ? Alors, en ce qui concerne d'abord les rapports médecin-malade, c'est le fondement essentiel souvent de la poursuite. Il ne faut pas oublier qu'entre le médecin et le malade, il existe un lien affectif important. On se confie complètement à son chirurgien, surtout un chirurgien, on lui confie son existence, et il y a un lien quasi affectif qui ne doit pas être trahi. Je veux dire par là qu'on parle beaucoup du devoir d'information. Oui, le devoir d'information est essentiel, on l'a développé, j'y reviens pas. Là, on oublie qu'il y a un devoir de dialogue, mais un devoir de dialogue qui doit perdurer pendant tout le rapport médecin-chirurgien, enfin chirurgien-malade. Je pense notamment au dialogue post-opératoire. Souvent, des patients m'ont dit, soit en CRCI, soit devant les tribunaux, lorsque je présidais la première chambre spécialisée, et il m'a laissé tomber. Je souffrais, il m'a laissé tomber, il n'a pas dialogué, il ne m'a pas reçu. C'est très grave, ça. Et ça déclenche des poursuites, mais des poursuites vindicatives. C'est même pas la poursuite pour obtenir une indemnité, ce sont des poursuites vindicatives qui traînent des chirurgiens. Et je l'ai vu devant les tribunaux répressifs. On se venge. On dit, il n'a pas voulu m'écouter. J'ai l'exemple hier. On me téléphone, un médecin, un de mes amis, je ne le citerai pas, il a été expert, il a un nodule au poumon. Il est inquiet, il est très inquiet, il demande un rendez-vous. On lui a dit tout simplement, on va peut-être traiter ça par radiothérapie ou peut-être qu'il faudra une thoracotomie. Il a déjà eu une thoracotomie, il a très peur, il ne sait pas ce qu'on va lui faire. Eh bien, on lui a dit, vous verrez le cancérologue le 18 janvier, et puis c'est tout. Rien en attendant, il est médecin, il n'a pas été privilégié. Et ça, je trouve que c'est une attitude totalement inadmissible de laisser en souffrance un malade qui craint le pire. Non seulement qui craint le pire de par l'aggravation de sa maladie, mais qui craint le traitement. Il souhaite évidemment bénéficier d'une radiothérapie et d'éviter la thoracotomie, qui est beaucoup plus douloureuse. Alors, dans les rapports médecin-malade, il faut de l'empathie, puisqu'il y a un lien particulier qui se crée. Et puis, deuxièmement, j'entendais tout à l'heure, et c'est vrai, les promesses hasardeuses. Vous allez guérir, je vais vous faire ça, vous allez trotter comme un lapin. J'ai le souvenir d'avoir participé à un colloque ensemble, on était à Cannes, un colloque à Nice, avec le professeur Israël Nizan. Et Israël Nizan, c'était un peu après l'affaire Perruche, et il disait aux médecins qu'ils n'avaient pas l'habitude de lire les échographies, parce que tout le monde en faisait, disait-il. Je ne me permets pas de juger, sans être vraiment spécialisé. Il dit, écoutez, vous promettez tout aux parturientes, vous leur promettez de tout voir, et bien vous n'avez pas vu, tant pis pour vous, elles vous poursuivent, vous ne l'avez pas volé. Ça, cet exemple m'a frappé, et rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne faut pas promettre une guérison incertaine, il ne faut pas promettre l'impossible, il faut être prudent dans la promesse qu'on fait au patient. Sinon, le patient, il est forcément déçu. Et de même que la parturiente, on n'a pas vu à l'échographie que son fœtus avait un défaut, il manquait une main, quelque chose comme ça, on n'a pas vu. Elle pensait qu'on pouvait le voir, puisque non, on le lui avait dit. Donc, dans les rapports médecin-malade, c'est surtout l'empathie. Il y a des facteurs extérieurs aussi qui tiennent à l'évolution de notre mentalité. D'abord, le dommage n'est plus admissible, mais le risque est admissible.
Les gens admettent le risque. D'ailleurs, quand on se fait opérer, il y a un risque, on le sait. On sait que l'anesthésie est risquée. Il n'y a pas besoin d'une explication, mais on n'admet pas le dommage. Et c'est un phénomène de notre société. On admet le risque, on ne veut pas le dommage. C'est une des raisons qui font que des chirurgiens sont ensuite traduits devant les tribunaux. On peut dire que le dommage, la mort, ce sont des notions abstraites qu'on ne veut pas envisager. Le dommage aussi doit être réparé même en l'absence de faute. Alors, si le dommage doit être réparé même en l'absence de faute, ça incite évidemment les patients à exercer des poursuites. Tout à l'heure, on a parlé c'est une question qui m'intéresse beaucoup, l'atteinte d'un organe sain à l'occasion d'une intervention chirurgicale. J'ai toujours trouvé, j'ai vu un arrêt qui était favorable aux chirurgiens, mais c'est vrai que l'atteinte d'un organe sain pour en soigner un autre, eh bien, c'est une faute. Mais si on raisonnait autrement, on pourrait dire, si on raisonnait comme en matière de diagnostic, comment raisonne-t-on en matière de diagnostic ? Le diagnostic fautif n'est pas punissable, ce n'est pas une faute. Pourquoi n'est-il pas une faute ? Parce que le médecin, le chirurgien, a pris toutes les précautions, a fait toutes les investigations, il n'est pas arrivé au résultat, donc il n'encourt aucune responsabilité. On pourrait très bien raisonner comme ça en matière d'atteinte à un organe sain, en disant, voilà, les règles de la science médicale ont été respectées, toutes les précautions ont été prises, un organe sain a été atteint, dites-moi pourquoi il y a une faute. Pourquoi raisonner tellement différemment, si vous voulez, d'une façon opposée, en matière de diagnostic et en matière de faute chirurgicale ? On peut y réfléchir, c'est une question qu'on peut se poser. Alors ça, c'est un deuxième élément qui fait que les patients ont tendance à avoir recours à des assignations devant les tribunaux pour obtenir une indemnisation. Et puis, je trouve qu'on a une société, un législateur, dans la formulation des lois, me semble-t-il, qui incite au contentieux. Vous savez, autrefois, il y avait des lois générales, 1382 pour les délits, 1147 pour les contrats. Maintenant, on crée des droits à ceci, des droits au logement, des droits à l'intimité, des droits à l'image, des droits à ceci, cela. Finalement, ça instille, j'en suis persuadé, dans l'esprit des gens, le désir, finalement, d'exercer des poursuites, parfois qui ne sont pas motivés. On incite les plaideurs de par cette technique juridique qui, à mon avis, est regrettable. C'est un autre facteur. Il y a d'autres facteurs, et j'en ai vu un récemment à Nice. On m'a donné un gros dossier. Il y avait le Congrès international d'obstétrique, et on m'a donné un dossier à commenter, d'ailleurs devant l'obstétricien qui avait été condamné. Alors, vous ouvrez le dossier. L'expertise n'était pas très favorable, je reconnais. Mais le bébé, l'enfant avait des séquelles importantes. Il s'agissait de savoir si elles étaient antépartum, perpartum ou postpartum. Bien sûr, c'est toujours un peu le même problème. Bon, ça, c'était le rôle de l'expert. Mais le pédiatre du même établissement hospitalier vient examiner le bébé et dit, mais le travail de l'obstétricien était catastrophique. Il l'enfonce, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous voulez que fasse un juge ? Vous avez une expertise qui n'est pas très favorable, un médecin qui intervient, qui n'est pas expert, qui enfonce le clou, en disant il aurait dû probablement faire une césarienne plutôt que d'attendre. Finalement, ce médecin a été condamné. Quand on décortique l'expertise, à mon avis, et j'ai soutenu devant la salle qu'il n'aurait pas dû l'être si on avait examiné l'expertise à la loupe et s'il y avait payé cette charge supplémentaire. Alors maintenant, comment se défendre, si vous voulez, lorsque l'expertise est défavorable ? Alors, il y a d'abord un autre phénomène, bon, c'est la désacralisation, on en a parlé tout à l'heure, du médecin. On attaque maintenant les médecins, les avocats, les magistrats, enfin tout le monde. Il y a des assurances derrière aussi. Alors, s'il y a une assurance, oh mon Dieu, si on peut gagner quelque chose, allons-y. C'est un peu la mentalité de nos jours, il faut dire ce qui est. Alors, maintenant, comment se défendre lorsque l'expertise est défavorable ? Alors, d'abord, contrairement à ce qui a été dit, je crois qu'il faut désacraliser l'expertise. N'oublions pas que l'expertise, ça n'est dans le Code de procédure civile, ça n'est qu'un moyen de preuve parmi d'autres. On cherche une preuve. Cette preuve, on peut l'apporter par l'expertise, c'est vrai, mais je peux l'apporter par des tas de documents.
Un jour, je ne sais plus, un médecin mis en cause me disait, mais il y a une expertise défavorable, est-ce que je peux à l'audience J'ai dit, à l'audience, vous pouvez apporter ce que vous voulez. Vous pouvez apporter des documents, vous pouvez même faire venir des experts. Est-ce que je suis trop long ? 1 minute. Alors bon, je vais abréger, je ne vais pas vous raconter. Ce que je voulais vous dire, voilà comment je procédais quand j'étais en fonction dans les tribunaux. Que ce soit du civil ou du pénal, une bonne expertise, ça doit se discuter contradictoirement. C'est-à-dire que je faisais venir les experts, les avocats, les parties assistés de leurs conseils. Et on discutait contradictoirement pendant 4 heures. Je faisais ça pendant 4 heures. Alors bien sûr, j'étais président de la juridiction, je pouvais mobiliser une salle et puis me payer ce luxe. C'est un peu une justice de luxe, je reconnais, parce que les juges n'ont pas le temps d'y consacrer 4 heures. Mais comme j'étais passionné, je faisais mieux. Et à l'issue de la discussion, parfois, on arrivait à des résultats bien éloignés de l'expertise, et j'ai vu des experts rendre les armes en disant, bon, effectivement, peut-être que là, j'y étais un peu fort. Et je me rappelle une affaire où un éminent professeur, qui était le professeur Papiernik, qui était là, et c'était un accouchement gémellaire, et je l'ai mis en discussion. Ça me paraissait bizarre, ces conclusions me paraissaient sévères. On a discuté pendant 4-5 heures. À la fin, il a dit, oh, ben, peut-être que la règle que j'énonce n'est pas aussi stricte que cela. Donc, vous voyez, se défendre, alors se défendre, c'est d'avoir un bon avocat, ça dépend évidemment des dossiers, mais je crois surtout que le contradictoire, le cross-examination, un peu à l'américaine, serait très important. Dans tous les domaines, d'ailleurs, dans tous les gros dossiers, on ne devrait pas se contenter de l'expertise et de lire les conclusions, on devrait les discuter à fond. Je suis persuadé que si on discutait, comme je l'ai fait quelquefois, ces expertises à l'audience dans un débat ouvert, eh bien, on arrivera à de bien meilleurs résultats.